Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien major des Marines américains et également inspecteur des armes pour les Nations Unies. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'accueillir. Je pense que tout le monde se demande où Trump va aller avec cette présidence, car il a lui-même reconnu que lors de sa première administration, il y avait trop de néoconservateurs qui ont saboté ce qu'il voulait faire. Du moins, c'est ce qu'il dit. Et il affirme qu'il va mettre l'Amérique en premier cette fois-ci. Mais je dirais aussi qu'il semble avoir un véritable désir de mettre fin à différents conflits, y compris la guerre contre la Russie. Mais maintenant, bien sûr, il rassemble à la fois les partisans de l'America First et aussi les néoconservateurs. Je ne sais jamais si c'est pour jouer aux bons et aux mauvais flics ou s'il n'a tout simplement pas le contrôle de son administration. Mais pensez-vous que les néoconservateurs ont réussi à attirer Trump dans leur camp? Je ne pense pas que les néoconservateurs aient réussi à rallier Trump. Je vois les néoconservateurs. Écoutez, lorsque Trump a remporté cette élection, il a clairement indiqué qu'il allait essayer de corriger les erreurs qu'il avait commises par le passé. Je pense qu'il a compris le rôle joué par Mike Pompeo et John Bolton dans le sabotage des objectifs et priorités de sécurité nationale qu'il avait définis, et qu'il manquait d'expérience, ainsi que de l'aide de personnes en qui il pouvait avoir confiance. L'une des raisons est que la réalité politique de Washington, D.C., est telle que le vivier dans lequel vous choisissez vos membres de cabinet n'est en réalité pas très vaste. Et pour pouvoir accéder à ce vivier, il faut avoir une expérience liée à des décennies de politique de sécurité nationale américaine, un domaine où les néoconservateurs ont dominé. Donc, pour devenir pertinent, pour être pertinent, il fallait accepter de jouer le jeu et marcher au rythme de leur tambour. Trump doit donc encore s'appuyer sur ce vivier. Il n'a pas suffisamment de ressources humaines à sa disposition pour pouvoir composer l'ensemble de son cabinet et de ses postes de direction avec des personnes qui ne viennent pas de l'establishment. Et puis, il y a aussi le fait que la probabilité que le Congrès ou le Sénat permettent à Trump d'arriver avec une page blanche est très faible. Vous savez, le Sénat est en lui-même une incarnation de l'État profond. Ces sénateurs sont élus pour des mandats de 6 ans. Beaucoup d'entre eux ont effectué plusieurs mandats. Ils sont à Washington, D.C. depuis longtemps. Ils ont contribué à définir l'establishment du pouvoir. Ils ont donc besoin d'alliés au sein de l'administration. Il y a donc un jeu politique en cours où Trump doit nommer un certain nombre de personnes afin de donner à son cabinet l'équilibre nécessaire pour que le Sénat lui permette d'avancer. C'est ce que je constate ici. Vous savez, le secrétaire d'État Marco Rubio est une figure classique, un néoconservateur, un choix de l'État profond. Quiconque pense qu'il est loyal envers Donald Trump ne connaît pas le petit Marco. Les deux hommes se détestent. Mais c'était une nécessité politique pour les deux partis. Et je crois que cette nomination a été négociée par Miriam Adelson, qui a donné beaucoup d'argent à Trump et a dit qu'il voulait Rubio. Et je pense que Rubio a été approché et qu'on lui a dit qu'il allait devoir jouer le jeu pendant un certain temps. Mais il ne va pas jouer le jeu d'une manière qui compromettrait sa crédibilité et sa viabilité pour l'avenir. Le petit Marco veut toujours devenir président des États-Unis un jour. Il est assez jeune et maintenant, il a une tribune pour promouvoir son nom. Donc il va s'opposer à Donald Trump. Mais au bout du compte, c'est toujours Trump qui tient les rênes, pas le petit Marco. Et personne d'autre non plus. Ce n'est pas Keith Kellogg qui décide. Ce n'est pas Scott Ritter qui décide. C'est Donald Trump qui décide. Il est bien plus affirmé ce mandat-ci qu'il ne l'était lors de son premier mandat. Oui, c'est vrai.
Mais je pense souvent à cette interview que tu as probablement vue avec Poutine, où il s'assoit, tu sais, parce qu'il est président depuis 25 ans, il a vu tous ces présidents défiler. Et il disait que beaucoup d'entre eux arrivent avec la véritable ambition de changer les choses. Mais ensuite, comme il l'a dit, des gens en costume sombre viennent expliquer au nouveau président comment les choses fonctionnent réellement, et tout change, encore et encore. Cela me rappelle un peu ce que Milton Friedman appelait la tyrannie du statu quo. C'est-à-dire que si tu veux vraiment changer les choses au gouvernement, il faut le faire dans les toutes premières semaines. Sinon, tu te fais happer par la bureaucratie permanente, ou l'État profond, comme on l'appelle aussi. Mais concernant les négociations de paix entre les États-Unis et la Russie, en tant que deux principaux acteurs de ce conflit, penses-tu que Trump comprend les préoccupations des Russes? Parce que, encore une fois, il est très difficile de cerner Trump. Tout d'abord, commençons par cette réalité. Il est très difficile de cerner Trump. Donc, toute personne qui pense avoir une vision parfaite, c'est toujours risqué de faire des interviews comme celle-ci, parce que vous posez une très bonne question. Mais cela m'oblige à donner une réponse qui sera examinée de très près avec le temps. D'habitude, quand je réponds à ce genre de questions, ma réponse se base sur l'expérience et sur des schémas de comportement. Des schémas de comportement prévisibles. Donc si j'en repère un, je peux le projeter dans l'avenir et dire « j'ai de bonnes raisons de croire que c'est une évolution probable ». Avec Donald Trump, il n'y a pas de schéma de comportement prévisible, donc c'est toujours risqué. Mais je vais répondre à la question. Je voulais simplement dire à quel point il est difficile de répondre à ce genre de questions concernant Donald Trump, parce que nous n'en savons tout simplement rien. Je pense que Trump comprend parfaitement la position russe, car il a eu 3 conversations avec Vladimir Poutine, dont la plus importante était la dernière. Lors de cette conversation, si nous obtenons un jour la transcription complète, je pense que Vladimir Poutine a exposé sans ambiguïté la position russe. On a observé une modification du comportement de Trump à la suite de cet appel, où il a fait certaines déclarations comme « La Russie va gagner cette guerre ». C'est une affirmation de fait que l'on n'entend pas habituellement de la part de la Maison-Blanche. Vous savez, je pense que Joe Biden disait que la Russie était en train de perdre cette guerre et qu'il n'a jamais permis à la Russie de la gagner. Et Trump a dit que la Russie allait gagner cette guerre. Et je pense que l'implication, c'est que quoi que nous fassions, la Russie va gagner cette guerre. Je pense aussi qu'il y a chez lui un sentiment de futilité, c'est-à-dire qu'il est inutile de continuer à répéter les pratiques du passé, puisqu'elles n'ont pas fonctionné. Les sanctions, vous savez, en ce moment, le Congrès se prépare à aller de l'avant avec des sanctions. Cela ne marchera pas. Je veux dire, ces sanctions obligeront les États-Unis à prendre des décisions concernant l'imposition de sanctions secondaires contre des pays que nous voulons comme alliés, comme l'Inde. Vous savez, nous nous attendrions à ce que l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe, alors qu'elle en achète plus que jamais auparavant. La Chine, je ne pense pas que les Chinois accepteraient même de prendre un appel des États-Unis concernant une modification de comportement vis-à-vis de la Russie. Donc, vous savez, Trump fait face à un Congrès qui est coincé dans les décennies passées et doit réfléchir à l'Europe et à la Chine. Vous savez, les décisions européennes avec la 17e série de sanctions ont été adoptées tellement pathétiques que normalement, Vladimir Poutine est très mesuré dans ses propos, mais il les a traités d'idiots. Dans un concours d'idiots, il prendrait la 2e place. Je veux dire, c'est un bon sens de l'humour, mais ce n'est pas le genre de langage qu'on entend habituellement de la part du président russe. Mais il est très frustré par la stupidité de l'Europe.
Et Donald Trump, je pense, reconnaît l'impuissance de l'Europe et reconnaît également sa vision stratégique de désengagement vis-à-vis de l'Europe. Donc je pense que Trump a tout compris à 100%. Le problème, c'est que son équipe n'est pas sur la même longueur d'onde. En même temps, alors que Trump affirme l'inévitabilité de la victoire russe, Marco Rubio témoigne devant le Congrès des États-Unis en disant que la Russie ne pourra pas atteindre ses objectifs. C'est un décalage. Est-ce le secrétaire d'État qui définit la politique déclaratoire ou bien le président des États-Unis? Et quelle voix devrait avoir le plus de poids? Voilà le décalage. Vous avez Keith Kellogg, qui est littéralement dans un autre monde avec ce qu'il raconte, totalement déconnecté de l'orientation politique que Donald Trump semble avoir prise. Même J.D. Vance est, vous savez, atypique, disant des choses. Au moins Marco Rubio, lorsqu'il a été acculé par le Congrès, je crois que c'était Bill Keating qui lui a demandé « Le président Poutine est-il un criminel de guerre ?» a compris qu'on ne peut pas répondre à cette question, peu importe ce que l'on ressent, à cause de la nécessité de garder la possibilité d'un dialogue et d'une discussion ouverte. Mais J.D. Vance prononce un discours dans l'une des académies militaires où il affirme que la Russie est notre ennemi et que nous devons nous préparer à aller en guerre et à les combattre. Ce n'est vraiment pas le discours à tenir en ce moment. Si votre orientation politique est celle de la paix, il y a beaucoup de confusion dans l'administration Trump. Et une grande partie de la confusion vient du fait que Donald Trump lui-même semble, vous savez, changer de direction toutes les 2 semaines. Qui sait ce qu'il va dire? Et l'une des grandes inconnues, l'une des raisons pour lesquelles il est si difficile de prévoir Trump, c'est qu'une grande partie de ce qu'il motive, c'est son ego, et la façon dont son ego est flatté à un moment donné, un jour donné, une semaine donnée. Vladimir Poutine a eu un appel téléphonique de 2 heures qui a fait que Donald Trump s'est senti vraiment très bien. Mais, vous savez, les bienfaits de cette flatterie s'estompent rapidement avec le temps. Et maintenant, différentes personnes murmurent à l'oreille de Trump, et il n'a pas la base de connaissances factuelles sur la Russie qui serait nécessaire pour maintenir une position cohérente dans la durée. Et donc, il est maintenant victime de, vous savez, tout ce qu'on lui murmure à l'oreille. Et j'ai peur que d'ici la semaine prochaine, quelqu'un puisse lui souffler quelque chose qui le pousse à dire tout à fait autre chose. Et vous voyez les Russes, ils semblent ne pas s'en soucier. Je suis sûr que vous allez poser la question, mais entre Lavrov, Poutine, Medinsky et toute l'équipe, la Russie est totalement engagée dans la défaite stratégique de l'Ukraine. Il n'y a aucune marge pour que la Russie cède sur l'un des points sur lesquels l'Europe et les États-Unis aimeraient qu'elle fasse des concessions afin de créer une possibilité de compromis. Je ne pense pas qu'il y ait de compromis en Russie. Je pense que cela va se terminer par l'obligation pour l'Ukraine d'accepter des conditions de reddition inconditionnelles. J'ai remarqué cela. Oui, Trump maintenant, Rubio, se fait confronter à cette question. Vous savez, condamnez-vous les crimes de guerre? C'est intéressant. Cela s'inscrit très bien dans le modèle de propagande de guerre européen que nous avons aussi, car il commence par la position morale. Ne trouvez-vous pas cela moralement discutable? Ou ne condamneriez-vous pas cela? Et bien sûr, si vous ne condamnez pas, vous êtes une personne horrible, et c'est fini pour vous. Donc, vous n'êtes plus pertinent. Et si vous le reconnaissez, ce qui est nécessaire pour rester pertinent, alors vous vous êtes piégé vous-même. Parce que si vous pensez que vous adhérez essentiellement au récit selon lequel nous luttons contre Hitler, alors il n'y a plus de place pour le compromis. Il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus de dialogue, plus de diplomatie. Et la seule voie qui reste, c'est la guerre, toujours plus d'armes. C'est ainsi que nous avons fini par interdire, en substance, la dissidence politique à travers l'Europe.
parce qu'il semble que Trump ait à au moins 2 reprises affirmé que l'expansion de l'OTAN avait provoqué l'invasion russe. Ce qui est important, car il faut reconnaître les préoccupations de l'autre camp si l'on veut réellement apaiser cette inquiétude sécuritaire et trouver la paix. Et il a aussi reconnu que les Russes, comme je l'ai dit, sont en train de gagner la guerre et qu'ils détiennent toutes les cartes. Et s'il comprend alors aussi que la Russie a certaines exigences sécuritaires qui sont non négociables, comme l'absence de soldats de l'OTAN en Ukraine, comme la proposition de Keith Kellogg, que vous avez qualifié de pays imaginaire, quelle est alors la voie à suivre? Si les Ukrainiens et les Européens refusent même de... Je veux dire, c'est même pas qu'ils ne veulent pas. Au moins, les Ukrainiens discutent maintenant. Les Européens, eux, ne veulent même pas décrocher le téléphone. Donc, quand l'Amérique dit qu'il faudra soit un règlement négocié maintenant, soit se retirer, est-ce déjà une affaire conclue qu'ils vont se retirer? Ou pensez-vous qu'ils peuvent faire pression sur les Européens pour qu'ils commencent à voir le monde tel qu'il est? Eh bien, comprenons que se retirer nuira davantage à l'Europe qu'à la Russie. Le fait que Trump se retire ne signifie pas qu'il s'éloigne de la Russie pour se rapprocher de l'Europe, où il renforcerait la viabilité de l'OTAN, augmenterait le nombre de forces américaines déployées et fournirait des livraisons ininterrompues d'armes à l'Ukraine pour leur permettre de vaincre la menace russe. Se retirer signifie simplement qu'il s'en va et laisse la Russie agir à sa guise. Mais je pense qu'il existe une autre stratégie. Je pense qu'au bout du compte, les États-Unis se retireront, mais ils pourraient en réalité se rapprocher de la Russie. Vous savez, ce sont les Russes qui sont à l'origine de l'échange de 1000 contre 1000. Ce sont eux qui ont mis cela sur la table. Donc, dans l'esprit de Donald Trump, ce sont les Russes qui ont poussé pour cela. Et ils marquent des points. Je crois que Medinsky ou Lavrov a récemment déclaré, aussitôt que cet échange de prisonniers serait effectué, la Russie fournirait par écrit le plan d'un règlement négocié, ce qui fait partie de ses obligations dans le cadre des discussions d'Istanbul II. Ainsi, la Russie va cocher toutes les cases nécessaires pour être perçue comme conforme, comme l'a dit Poutine. Et donc, l'ego de Trump dira « Vous savez, j'ai parlé à Poutine, nous avons conclu ces accords, et les Russes respectent leur part du marché. » Le problème viendra de l'Ukraine. L'un des aspects intéressants qui a émergé d'Istanbul II, c'est la conversation, je crois que c'est Medinsky qui l'a rapporté, qu'il a eue avec Yermak, où Yermak a dit « Vous savez, vous avez la tâche bien plus facile que nous parce que vous n'avez qu'un seul patron. » Nous en avons 3. Une reconnaissance stupéfiante de la part du chef ou de l'un des membres seniors de la délégation ukrainienne, affirmant que l'Ukraine n'est pas un État souverain, que l'Ukraine n'a pas de souveraineté. Désolé, ce commentaire a-t-il été rendu public? Je ne l'ai pas entendu. Ma femme, qui parle couramment le russe et suit la presse russe, m'a parlé de cela ce matin, et normalement, elle ne s'engagerait pas sur quelque chose sans avoir vérifié 3 fois. Donc je vais faire mon... Le fait est que... Mais je ne remettais pas cela en question. Non, 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 je sais. Tu sais, quand on parle, mon esprit se met à répondre aux questions. Et donc, tu vois, j'aurais préféré faire cela. Mais pendant qu'on parle, je vais lui demander la source de Medinsky. Eh bien, j'ai entendu des commentaires similaires venant d'autres personnes, comme l'ancien conseiller de Zelensky, Aristovich. Il a déjà fait remarquer que les pays qui ne nous ont pas permis d'obtenir la paix lors des premiers pourparlers d'Istanbul ne nous laissent toujours pas avoir la paix aujourd'hui. Mais il n'était pas à la négociation. Il s'agit d'un négociateur principal du côté ukrainien, qui reconnaît devant les Russes,
nous n'avons pas de souveraineté. Et cela signifie qu'il n'y aura pas de paix. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de plan de paix, parce que l'Ukraine ne peut pas. L'Ukraine ne se représente pas elle-même. Et il y a d'autres intérêts en jeu. Rappelez-vous, l'intérêt européen en Ukraine n'est pas une Ukraine libre, souveraine et démocratique. C'est d'utiliser l'Ukraine comme un proxy pour vaincre la Russie. Et c'était aussi l'objectif et le but des Américains. Donc personne ne soucie de l'Ukraine. Personne. Pas même les Ukrainiens. Car les Ukrainiens ne peuvent pas parler d'une seule voix. C'est pourquoi un processus de paix est voué à l'échec. Car pour qu'il y ait la paix, les deux parties doivent être intéressées par la paix. L'Ukraine n'est pas intéressée par la paix. Pas du tout. Personne n'a formulé en Ukraine quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à la réalité lorsqu'il s'agit de mettre fin à ce conflit. L'Ukraine vit dans un monde imaginaire, que ce soit un monde imaginaire induit par la drogue sur la rue Bankova dans l'esprit du président, ou un fantasme idéologique dans l'esprit des nationalistes dont il s'est entouré. Le fait qu'il n'y a aucune réalité, d'un point de vue politique, qui émane de Kiev. Et tant que cela restera ainsi, la Russie n'aura d'autre choix que de continuer à avancer. Et d'après ce que je vois, c'est ce qu'ils font. Chaque jour, la situation empire pour les Ukrainiens sur le champ de bataille. Et maintenant, la Russie a pris une décision. Vladimir Poutine a déclaré qu'en plus des menaces concernant les 4 oblasts, Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk et Kharkov, qui deviendraient une partie de la Novorossia, Poutine a dit « Oui, nous allons prendre 3 oblasts supplémentaires, peut-être pas pour les incorporer, mais ils deviendront une zone tampon. » Ainsi, Tchernihiv, Soumy et Kharkiv sont maintenant, vous savez, le bloc pour différents objectifs. L'Ukraine rétrécit à mesure que nous parlons. Et une chose à propos des Russes, ils ne s'engagent pas, vous savez, Vladimir Poutine ne s'engage pas dans quelque chose pour ensuite s'en détourner. Donc vous savez, cet engagement n'est pas, je ne crois pas, une manœuvre de négociation où il met quelque chose sur la table pour ensuite se retirer lorsqu'une contre-offre apparaît. Cet engagement a été pris parce qu'il n'y a pas de partenaire de négociation viable en Ukraine, parce que l'Ukraine ne parle pas d'une seule voix. Et donc, c'est Vladimir Poutine qui fait ce qui est nécessaire pour que la Russie obtienne les conditions qu'elle exige pour la paix. Et l'une de ces conditions est que l'Ukraine ne soit plus jamais autorisée à mettre en danger le territoire ou la population de Belgorod et de Koursk. Oui, tu ressembles presque mot pour mot à Arestovitch sur ce point. Il avance le même argument, à savoir que l'État est plus ou moins capturé et qu'une partie de la rationalité a désormais disparu. Il insiste aussi sur l'échec à instaurer la paix, car il se trouve actuellement dans une position terrible. Comme tu l'as dit, bien sûr, la ligne de front s'effrite un peu depuis un certain temps, mais ce n'est que ces derniers jours que cela s'est vraiment produit. L'idée que la ligne de front restera aussi stable qu'auparavant, je pense que c'est fini. Mais cela soulève toujours la question suivante. Que penses-tu qu'il se passera si les Américains se retirent, que les Européens refusent toujours de répondre au téléphone, et que les Ukrainiens ne parviennent pas à s'unir autour d'une position commune? Comment ça va-t-il se passer? Parce que vous dites qu'ils obtiendront une reddition inconditionnelle. Qu'exigera ou prendra la Russie dans une telle reddition en termes de territoire? Pensez-vous qu'ils chercheront à annexer davantage de régions ou simplement à créer des zones tampons? Qu'en pensez-vous? Si les Russes pouvaient obtenir tout ce qu'ils veulent, que voudraient-ils? Qu'exigeraient-ils? Parce qu'en Europe, les gens sont convaincus que la Russie prendrait toute l'Ukraine. Mais encore une fois, c'est un peu irréaliste aussi. Mais que prendrait-il? Je crois fermement que si la Russie avait pu écrire le scénario, elle aurait eu la Crimée, un corridor terrestre vers le Donbass,
Et c'est tout. Et ils ne voulaient même pas vraiment de ce corridor terrestre. Ils étaient prêts à le céder. Ce que la Russie veut, c'est une Ukraine stable. Ce que la Russie veut, c'est une Ukraine qui ne soit pas hostile à la Russie, qui n'agisse pas contre les intérêts russes, un nouveau gouvernement. C'est cela que la Russie souhaite. Vous savez, l'absorption de territoire n'est pas quelque chose qui se fait sans coût. La transformation de Kherson et de Zaporizhia, j'ai parlé au gouverneur de Kherson. Et vous savez, il ne s'agit pas seulement de devoir faire face aux conséquences de la guerre, mais aussi d'hériter d'oblasts ukrainiens qui ont subi une détérioration alors que la Russie sortait du cauchemar des années 90 et améliorait sa qualité de vie. L'Ukraine se détériorait, en particulier dans les oblasts périphériques où la population était majoritairement russophone. Ces régions n'étaient pas une priorité en termes d'investissement dans les infrastructures, etc. Donc vous savez, les Russes ont constaté cela lorsqu'ils ont pris le contrôle de la Crimée en 2014. Les dégâts horribles qui avaient été infligés aux infrastructures de la Crimée, que la Russie a maintenant été contrainte de dépenser des milliards de dollars pour réparer. Et ils y travaillent encore. Cela existe à Kherson, cela existe à Zaporizhia, cela existe bien sûr à Donetsk et à Luhansk. Toutes ces 4 oblasts doivent être mises au niveau des normes nationales russes, et cela coûte très cher. Donc, l'idée maintenant d'absorber, vous savez, Odessa, d'absorber Dnipropetrovsk, d'absorber Kharkiv et Mykolaïv. Oui, cela permet de tracer une jolie petite ligne sur la carte. Mais ensuite, vous en êtes propriétaire, ce qui signifie que vous devez les mettre à niveau. C'est une grosse dépense, une dépense non budgétisée. Il n'existe aucun budget pour les milliards de dollars nécessaires afin de mettre ces territoires au niveau des normes russes. Donc, je ne pense pas que la Russie veuille cela. Je ne pense pas que Vladimir Poutine veuille cela. Il regarde la réalité russe et dit « Nous nous en sortons bien. Nous avons une économie qui fonctionne, qui est en croissance. Mais la dernière chose dont nous avons besoin, c'est de la couler en introduisant ces obligations non financées qui sont proposées. Donc, ils ne prendront que ces 4 oblasts. Et ils sont poussés à ce point de décision par les réalités de la sécurité nationale. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense vraiment qu'ils vont prendre Odessa, Mykolaïv, Dnipropetrovsk et Kharkiv. Et je pense que le mécanisme d'absorption de ces régions se fera par le biais de référendums soigneusement contrôlés par la Fédération de Russie. Je crois vraiment qu'un nouveau gouvernement sera mis en place. Vous avez vu, enfin, si les rumeurs sont exactes, cet ancien conseiller de Viktor Yanukovych, qui vit en Espagne, était à Kiev en mai, j'ai oublié les dates exactes, du 14 au 19 mai ou quelque chose comme ça, pour des réunions avec des hauts responsables ukrainiens, y compris, selon certaines rumeurs, Zelensky. Et ces réunions auraient eu lieu à la demande du gouvernement russe, qui aurait dit « Voilà ce qui doit se passer concernant la transition d'un gouvernement Zelensky vers un gouvernement acceptable pour la Russie, non seulement pour mettre fin au conflit, mais aussi pour gouverner l'Ukraine dans un contexte post-conflit. » Ce ne sera pas ce gouvernement. Ce sera quelque chose de différent, car ça fait partie intégrante du processus de dénazification. Éliminer ces nationalistes et réécrire la constitution ukrainienne d'une manière favorable à la Russie, qui réponde aux exigences russes. Cet homme a été tué à cause de cela. Mais les Russes, j'ai parlé à d'anciens premiers ministres ukrainiens qui sont maintenant en Russie. J'ai parlé à d'autres responsables. Ils envisagent une réalité post-conflit où la Russie contrôle Kiev. Et c'est une nécessité. Maintenant, est-ce suffisant? Si l'Ukraine veut se battre jusqu'à la mort, je veux dire, la Russie a déjà dit, en plus des 4 oblasts qui, selon moi, seront désormais occupés par la Russie et soumis à d'éventuels référendums pour rejoindre la Russie.
Kharkiv en fait partie. Mais maintenant, nous avons aussi Sumy et Tchernihiv. Kharkov is one of those, but now we have Sumy and Chernihiv that are going to be buffer zones. Il va y avoir des zones tampons. Je ne sais pas si elles seront entièrement des zones tampons ou si elles s'étendront sur 150 km à partir de la frontière, mais on parle de vastes portions de territoire. La Russie cherchera-t-elle à incorporer ces territoires également ou simplement à les utiliser comme zones démilitarisées avant de les rendre éventuellement à l'Ukraine? L'une des préoccupations majeures pour la Russie est la stabilité post-conflit en Ukraine, car il n'est pas dans l'intérêt de la Russie d'avoir cette tumeur cancéreuse à ses frontières. L'Ukraine est un grand pays. Elle le restera même si elle perd des oblasts. La question est de savoir qui va la reconstruire, comment elle va fonctionner économiquement. En absorbant Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, on prive l'Ukraine d'industries vitales. Vous privez l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Vous l'étranglez littéralement à mort. C'est problématique pour les Russes. C'est une autre raison pour laquelle les Russes n'étaient peut-être pas si désireux de forcer la question d'Odessa. Mais maintenant, l'Ukraine ne leur a laissé aucun choix. Nous arrivons donc à ce dont j'ai déjà parlé, ce que j'appelle le moment Odessa, c'est-à-dire cette période du conflit où la Russie fera une pause et donnera aux Ukrainiens une chance de mettre fin au conflit en fonction de la réalité actuelle. Et si l'Ukraine refuse, alors la Russie s'engagera à Odessa. Et je pense que nous sommes au moment Odessa. Mais maintenant, la question est, que se passera-t-il ensuite? Et j'appelle cela le moment Lvov, où la Russie devra prendre une décision. Ils n'absorberont pas Lvov, ni l'Ukraine occidentale. They're not going to absorb Lvov or Western Ukraine. But if you get into... Mais si vous vous retrouvez dans une situation où il y a un gouvernement pro-russe à Kiev, et parlons d'un gouvernement en exil qui se forme à Lviv, ce gouvernement en exil ne peut pas être autorisé à exister. Dans le cadre de la dénazification, la Russie devra occuper physiquement Lviv et commencer le processus d'élimination physique de ce qu'elle définit comme des éléments nazis. Je pense que la Russie préférerait ne pas avoir à le faire. C'est une démarche très risquée, mais la Russie ne quittera pas ce conflit en laissant des situations non résolues. Ils ont déclaré que leur objectif est de s'attaquer aux causes profondes de ce conflit, afin que lorsqu'il prendra fin, il n'y ait plus jamais de nouveaux conflits. Et cela ne peut pas arriver tant que Lviv reste entre les mains des nationalistes ukrainiens de l'Ouest qui cherchent la confrontation avec la Russie. Western Ukrainian nationalists who seek confrontation with Russia. Yeah, I heard you talk of this as well. Oui, j'ai entendu que tu en parlais aussi, depuis la Russie. L'idée que maintenant qu'il devient très évident qu'ils vont gagner la guerre, il y a aussi la nécessité de gagner la paix, ce qui pose un dilemme. Si certains de ces territoires étaient sous contrôle russe, j'imagine que l'avantage pour les Russes serait d'avoir ce tampon clair. De plus, ils empêcheraient que de nombreux territoires soient utilisés à l'avenir par des puissances hostiles, en utilisant l'Ukraine comme proxy, bien sûr. D'un autre côté, s'ils prennent trop et détruisent trop d'infrastructures, si l'Ukraine devient un État en faillite, ce ne sera bon ni pour l'Ukraine, ni pour la stabilité aux frontières russes. Et cela rend aussi, je suppose, les relations avec l'Europe encore plus instables. Mais, oui, c'est un dilemme très difficile à résoudre. Ma dernière question portait davantage sur la façon dont vous percevez, comme vous l'avez mentionné plus tôt, la question morale posée à Rubio. On dirait que Trump comprend les bases. La guerre est en train d'être perdue, les Russes détiennent les cartes. Mais en même temps, comme nous le voyons tous en Europe, la question morale revient toujours. C'est-à-dire qu'on dit que ces territoires d'Ukraine, ce n'est pas simplement que la Russie les obtient parce que c'est la Russie, cela perturbera le droit international. Donc une partie de l'argument repose sur la question juridique. Mais je crois que c'est Rubio qui a dit que oui, Trump, non, pardon. La Russie n'a droit à rien de tout cela. Russia they're not entitled to any of this. It's not theirs to put claims to.
Ce n'est pas à eux d'y prétendre. Une fois que les pays commencent à parler de justice, ils s'enferment souvent dans des positions sans tenir compte des réalités sur le terrain. Le problème, évidemment, c'est que la justice est toujours très subjective. Si vous dites qu'il n'est pas juste que la Russie annexe la ville de Donetsk, on pourrait aussi dire qu'il n'est pas juste que ce soit Kiev, mais pour les habitants de Donetsk, qui ne veulent peut-être plus vivre en Ukraine, cela pourrait être juste. Donc, encore une fois, tout dépend du point de vue adopté. Cela étant dit, pensez-vous que ce nouveau langage utilisé par Marco Rubio et d'autres membres du gouvernement pourrait mener à une politique plus agressive désormais, ou du moins à une politique moins conciliante? Il y a ce risque. Je veux dire, parce que regardez, il y a une réplique évidente, mais je ne vois personne aux États-Unis, politiquement crédible, avoir le courage de le dire. Mais vous savez, je serais plus qu'heureux d'aller dans n'importe quelle capitale européenne, de regarder leurs dirigeants dans les yeux et de leur poser les défis suivants. Était-il juste de démanteler l'Allemagne dans le contexte d'après-guerre, de donner la Silésie à la Pologne et de diviser la Pologne en cédant la Pologne orientale à l'Union soviétique? Était-ce juste ou était-ce nécessaire pour la stabilité et la sécurité régionale? Était-il juste que les États-Unis et l'Europe soutiennent les Croates dans la mise en œuvre d'une politique de nettoyage ethnique visant à chasser les Serbes de Croatie afin d'obtenir une Croatie plus homogène sur le plan ethnique dans la réalité d'après-conflit? C'est simplement un fait. Et lorsqu'on parle de droit international, personne n'a été capable de contredire l'interprétation russe de l'article 51 de la Charte des Nations Unies concernant la décision d'initier l'opération militaire spéciale. La légitime défense collective n'est pas un principe que la Russie a inventé sur le moment, mais un principe qui a été appliqué par l'OTAN et les États-Unis pour justifier leur intervention contre la Serbie au Kosovo. Donc, l'Occident n'a littéralement aucun fondement. Ensuite, j'interpellerai Marco Rubio sur sa position concernant le plateau du Golan et sur la raison pour laquelle les États-Unis permettent à Israël d'annexer le plateau du Golan. On a l'impression que cela est justifié, parce que c'était quoi le fruit de la guerre? Parce que la possession continue du plateau du Golan par les Syriens représentait une menace existentielle pour Israël, et qu'Israël n'avait pas d'autre choix que d'agir ainsi. Alors, cette même logique s'applique clairement à tout ce que fait la Russie. Et enfin, la Russie n'a pas commencé ce conflit, et je confronterai chaque membre des gouvernements européens et des États-Unis à la véritable histoire de leur implication respective en Ukraine. Une histoire gênante qu'ils ne veulent pas forcément que nous abordions. Mais j'aimerais savoir quel a été leur rôle dans la révolution de couleur de 2004-2005 à Kiev, car cela ne s'est pas produit tout seul. J'aimerais en savoir plus sur l'argent européen qui a servi à faciliter l'ascension de l'Ukraine, de Yushchenko et des nationalistes ukrainiens. J'aimerais connaître le rôle de la CIA, qui entretenait des liens avec les nationalistes ukrainiens depuis 1948, et ce sans interruption jusqu'en 1990, date à laquelle ces relations ont été transférées à diverses organisations non gouvernementales, financées par l'USAID et le National Endowment for Democracy, ainsi que le German Marshall Fund. J'aimerais examiner chacun des fonds gérés par les Européens. Au bout du compte, cette guerre est une guerre que l'Europe et les États-Unis cherchaient. L'Europe ne parle pas du rôle qu'elle a joué dans la formation des forces ukrainiennes à partir de 2015. Quel était le but de cette formation, l'Europe? À quoi les avez-vous formés? Au moins l'armée américaine est assez honnête pour présenter un document qui dit « Nous formons un bataillon de forces ukrainiennes tous les 55 jours ici à l'ouest pour qu'ils partent à l'est combattre les Russes et libérer le Donbass. » Au moins,
nous avons été honnêtes à ce sujet. L'Europe est incapable d'être honnête sur ce qu'elle faisait, mais nous savons quelles étaient ses intentions, et nous savons quelles sont ses intentions à ce jour. Donc, que l'Europe prétende d'une manière ou d'une autre que cette guerre a été déclenchée par la Russie, alors que la Russie est la seule partie à avoir constamment cherché une issue au conflit, c'est d'un ridicule absolu et c'est insultant. Mais comme vous l'avez dit, la réalité politique actuelle est telle que personne ne survivra politiquement, même s'il ose dire la vérité au pouvoir. Et pour l'instant, il n'y a personne aux États-Unis capable de tenir tête à Marco Rubio lors de son témoignage devant le Congrès. Et il n'y a certainement personne, à l'heure actuelle, qui soit politiquement viable et prêt à s'opposer au gouvernement européen. Un gouvernement qui a imposé le récit selon lequel la Russie serait responsable de ce conflit. La Russie n'a pas déclenché cette guerre. Mais vous savez quoi? La Russie va la terminer à ses propres conditions. Donc oui, pour conclure, et vous ne voyez pas de règlement politique possible. Cela se terminera par une victoire russe et une reddition du côté ukrainien. Oui, et je constate aussi que les Russes sont, encore une fois, la seule chose plus dangereuse que d'essayer de prévoir Donald Trump. Désolé, je vous demande sans cesse des prévisions. Sorry, I keep asking you for forecast. I apologize. It's always not a great. Je m'excuse. Ce n'est jamais idéal. Se mettre à la place du gouvernement russe, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Je veux dire, je ne peux pas parler en leur nom. Mais je dirais ceci. Ayant étudié la Russie, l'Union soviétique, eh bien, je ne peux pas prétendre être un expert. J'hésite toujours à employer ce terme. Je peux dire que j'ai une certaine compétence pour discuter des questions liées à la politique étrangère et à la politique de sécurité nationale russe. Je pense que les Russes considèrent l'Europe en ce moment comme une région, l'Europe occidentale, ou l'Europe dans sa globalité, je suppose, comme une région en transition. Et donc, normalement, quand on élabore une politique, on veut des inconnus connus. On veut des éléments quantifiables. Comme Anatoly Antonov, l'ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, me l'a dit à plusieurs reprises, la prévisibilité est l'un des éléments essentiels. Peu importe que la personne soit pour vous ou contre vous. Ce qui compte le plus, c'est la prévisibilité, afin que vous puissiez élaborer une politique cohérente dans le temps. Donc je pense que lorsque les Russes recherchent la prévisibilité, la trajectoire prévisible de l'Europe est celle du déclin et d'une impuissance croissante. Ainsi, pour la Russie, par exemple, dire « Nous allons déterminer où nous voulons être dans 2 ans » en nous basant, vous savez, sur la politique déclaratoire de l'Europe aujourd'hui, où il parle de dépenser 800 milliards d'euros pour reconstruire l'armée et faire ceci, cela et autre chose, n'a pas de sens. Je veux dire, même les Allemands, vous savez, en annonçant la mise en place de la 45e brigade blindée à Vilnius, en Lituanie. Mais il fallait lire attentivement pour se rendre compte qu'ils disaient que c'était une brigade virtuelle, parce qu'elle n'existe pas. Elle pourrait voir le jour en 2027, 2029 ou 2030. On ne sait même pas si elle existera un jour. C'est une brigade virtuelle. Elle n'existe pas vraiment. Mais c'est ça le problème. Tout le potentiel de puissance de l'Europe est virtuel. Mark Rutte a reconnu que la Russie produit 4 fois plus de munitions d'artillerie que l'ensemble de l'OTAN réunie, y compris les États-Unis. C'est parce que l'industrie de défense russe est mobilisée de façon bien plus efficace que celle de l'Europe. Et l'Europe n'arrive pas à rattraper son retard. Ils sont incapables de rattraper leur retard. Tout cela relève du vœu pieux de leur part. L'idée de mobiliser leur potentiel industriel et de l'associer au soutien populaire. Car c'est là un élément essentiel qui fait défaut. En réalité, c'est l'élément fatal de la vision européenne. Car à l'heure où nous parlons, nous voyons des forces de transition à l'œuvre. Je veux dire, oui, les centristes européens ont pu, je crois,
manipuler l'élection en Roumanie pour s'assurer que leur candidat reste au pouvoir. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer en Pologne? Nous avons maintenant un second tour pour la présidentielle le 1er juin, où une figure à la Trump, un historien conservateur, pourrait en fait l'emporter face à la personne choisie par Donald Tusk. Pour le poste de Premier ministre au Portugal, le parti Chega a désormais bondi à, vous savez, 58 sièges au Parlement. Et vous savez, alors que nous voyons les Portugais reproduire l'échec politique du reste de l'Europe, ils n'arrivent pas à maintenir un gouvernement en place. Ils avaient un gouvernement socialiste élu en 2022. Il est tombé, remplacé par un centriste en 2024, qui s'est effondré sous la pression des socialistes pour cette élection d'aujourd'hui, où ils ont gagné, mais sans majorité. Pendant ce temps, le parti d'extrême droite progresse en France. Le parti de Marine Le Pen pourrait jouer un rôle très important dans le changement de la politique française. Keir Starmer n'est pas une base solide de stabilité politique. L'AfD, la crise qui pourrait survenir si l'Allemagne se sent obligée de les interdire. Du point de vue russe, on ne peut pas élaborer une politique sur la base de déclarations faites par une entité européenne qui manque de toute forme de stabilité politique. Et si l'on projette les trajectoires, elles montrent que c'est la charge des brigades de droite, si l'on peut dire ainsi, la droite politique, cherchant à s'emparer de la domination politique en Europe. Et si tel est le cas, alors il est raisonnable pour la Russie de parier que, tant qu'elle reste équilibrée dans son approche, au moment où la Russie sera prête à dicter les conditions de la reddition à l'Ukraine, l'Europe sera en mesure d'accepter l'inévitabilité de ce résultat, que les personnes qui, aujourd'hui, promeuvent une trajectoire de confrontation avec la Russie ne seront plus au pouvoir et n'auront plus la capacité de promouvoir ces politiques. Et ils seront remplacés par d'autres personnes qui acceptent davantage la réalité russe. Encore une fois, la Russie doit jouer cela avec prudence. La Russie ne peut pas surestimer ses atouts. Tout d'abord, la Russie n'est pas en position de le faire. Nous parlons de l'inévitabilité de la victoire russe. Mais cela exigera tout de même que la Russie gère très soigneusement ses ressources économiques et son environnement politique intérieur. Actuellement, Vladimir Poutine bénéficie d'un environnement politique où 50 000 à 60 000 Russes se portent volontaires chaque mois pour rejoindre l'armée. Mais, vous savez, la politique est capricieuse. Et si vous prenez la mauvaise décision, cela déclenche une réaction en chaîne d'événements qui crée un environnement négatif à l'intérieur de la Russie, et vous pourriez voir ce soutien politique s'effondrer, vous pourriez voir l'économie s'écrouler, et vous auriez une réalité différente. Donc la Russie doit gérer cela avec beaucoup de précautions, et je vois les Russes faire exactement cela. C'est pourquoi je ne pense pas que nous allons assister à des changements spectaculaires. Je pense que nous allons voir de la pression. Je pense que le seul moment de tension viendra avec l'effondrement militaire de l'Ukraine. Je pense que nous approchons de ce point. Mais ils se sont révélés étonnamment résilients. L'autre chose qui pourrait arriver, c'est l'effondrement politique de Zelensky. Qu'est-ce qui le remplacera? Je ne sais pas. Mais les Russes misent sur son effondrement politique et la création d'un vide qui leur sera favorable. Actuellement, ils insistent pour que parmi les conditions préalables à la paix, des élections aient lieu en Ukraine. Encore une fois, je pense que les Russes vont agir avec beaucoup de mesure, mais ils avancent vers la résolution de l'ensemble du problème, ce qui inclut Lviv. Et je pense qu'ils vont synchroniser cela avec la dégradation du contrôle politique centriste en Europe. Eh bien, vous avez tout à fait raison concernant la résilience des Ukrainiens. Je veux dire, même maintenant,
De nombreuses fissures apparaissent. Kupiansk semble être prise en tenaille. Il y a d'énormes avancées en cours dans la région de Zaporizhia. Siversk pourrait également être menacé, pourrait tomber. Et après cela, il y a toute la zone de Slaviansk, puis ensuite Konstantinivka aussi. Donc il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a l'impression que l'effondrement s'intensifie un peu, mais il ne faut pas non plus sous-estimer les Ukrainiens, car je pensais qu'ils auraient déjà commencé à s'effondrer, mais ils tiennent bon. Donc, eh bien, je pense que vous savez, quand on parle du moment de Lviv, l'un des... Encore une fois, il s'agit d'une analyse à grands traits, donc prenez-la pour ce qu'elle est. Mais, vous savez, la population de l'Ukraine en 2022 était de 44,8 millions, quelque chose dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que 3,5 millions de personnes, des Ukrainiens de l'Est, ont pris des passeports russes dans les régions nouvellement constituées. Vous savez, les républiques ou oblasts de la Russie. Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk. 1,5 million d'Ukrainiens de l'Est ont fui vers la Russie. Entre 6 et 8 millions ont fui vers l'Europe et vivent sous le statut de réfugiés. Ainsi, la population de l'Ukraine est tombée à environ 33 millions de personnes. D'un point de vue politico-démographique, cela signifie que lorsque l'on considérait l'ensemble de l'Ukraine en 2022, on pouvait dire que le centre de gravité politique se trouvait à Kiev. Mais aujourd'hui, avec la dilution des données démographiques, avec les Ukrainiens de l'Est, les russophones qui fuient ou prennent des passeports russes, le centre de gravité politique s'est déplacé vers Lviv. Et ce sont des durs. Ce sont dans de nombreux cas des fanatiques. Je pense que cela contribue à la résilience, car l'Ukraine, à bien des égards, est en train de se redéfinir en tant que nation, en tant qu'entité nationale. Ainsi, quelle que soit la dynamique politique qui existait auparavant, elle n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'une partie de cette résilience vient du fait que nous avons affaire à de véritables fanatiques qui n'accepteront pas la reddition comme une option et dont beaucoup sont prêts à mourir avant de se rendre. Eh bien, c'était censé être ma dernière question, mais je suis désolé. Pensez-vous qu'ils prendront Kiev? Je veux dire, cela semble être un pas trop loin. Mais encore une fois, au-delà des intérêts de pouvoir, cela semble jouer un rôle très important dans toute l'identité nationale en tant que maire de toutes les villes russes. Voyez-vous cela? Ce que je vois se produire, c'est l'effondrement du gouvernement Zelensky. Et je vois un gouvernement ukrainien prendre le contrôle et agir selon la volonté de la Russie. Il n'est donc pas nécessaire de prendre physiquement Kiev. Ce que je vois, c'est un alignement politique, sans troupes russes occupant Kiev, mais avec Kiev devenant. Je pense que l'on verra un changement dans l'appareil sécuritaire, un changement dans... Je ne pense plus qu'il y aura de rues portant le nom de boulevard Stepan Bandera. Mais je ne vois pas la Russie occuper physiquement Kiev, non? Je ne vois pas la Russie prendre Kiev comme lors de la bataille de Berlin. Si la Russie entre à Kiev, je pense que ce sera plutôt symbolique, après un changement politique. Mais non, je ne pense pas qu'il y aura une bataille de Kiev désormais. De toute façon, oui, j'avais encore 3 ou 4 dernières questions, donc je vais m'arrêter là. Scott Ritter, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Ah, merci de m'avoir invité.